Alors, on va attaquer la catégorie film de guerre, donc catégorie que j'aime beaucoup. Donc, Artus a édité un certain nombre de films de guerre pour la majorité italien. Donc, pour le premier, j'ai choisi moi Deux salopards en enfer de Tonino Ricci avec Klaus Kinski. Donc, qui est pas un chef-d'œuvre, mais qui est quand même assez sympathique. Et Klaus Kinski joue vraiment bien dedans. En fait, il fait un soldat condamné à mort pour trahison, je crois, ou haute trahison, et du coup, il arrive à s'échapper. Et puis, en fait, c'est un gentil dans le film. C'est quand même rare. Oui, c'est... C'est rare, donc il joue bien, le film est sympa, on passe un bon moment. Le bonus est très intéressant, qui est fait par Kurt Riedel. Donc il parle du casting, du réalisateur, comment le film s'est tourné. Donc voilà, c'est super intéressant. Je trouve que donc, le bonus est aussi intéressant que le film. Donc voilà, je vous le conseille beaucoup. C'est des films qu'il ne faut pas trop tarder à acheter parce qu'ils commencent à être un peu rares, ceux-là. Un peu plus comme ça. Voilà. Voilà pour lui. Donc de mon côté, moi j'avais choisi un film qu'on a découvert assez récemment, donc qui s'appelle Non Code Voix Sauvage. Donc c'est un film d'Antonio Margheriti, donc un réalisateur italien très prolifique qui a commencé dans les années 60, début 60, même fin 50 peut-être, qui a commencé par des films de science-fiction. Le premier italien à avoir fait de la science-fiction en Italie justement. Et ensuite, il a quand même une carrière assez diversifiée parce qu'il a touché au péplum, au western, au film de guerre, Film gothique, au film un peu de... notamment aussi de Cannibal, avec Pulsion Cannibale, qui est un super film. à la comédie aussi. La comédie aussi. Et donc ici, c'est un film qui se passe durant la guerre du Vietnam, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Voilà, donc qui est sorti alors en 1984, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a un casting assez incroyable et assez curieux quand même, parce qu'on retrouve Klaus Kinski, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine aussi, et on peut aussi parler de Mimsy Farmer. Alors, des fois, dans les films italiens de cette période, ils prennent des grosses stars comme ça, mais c'est juste pour les faire apparaître dans un bureau ou un truc, voilà, une demi-journée de tournage et puis c'est fait. Non, là on les voit vraiment. Et puis ils mettent le gros nom sur l'affiche, quoi. Voilà, c'est ça. Là, Lee Van Cleef, c'est le personnage principal. Klaus Kinski, on le voit beaucoup. Et c'est un film qui possède vraiment une belle production parce que c'est tourné pour la plupart en décor réel. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de maquettes. Parce que Margheriti, c'est un très très grand connaisseur et un amoureux des effets pyrotechniques et des maquettes, tout ça. Donc il adore construire des petites maquettes et puis tout faire sauter en fait. Alors là, vraiment, on en a pour notre argent. Le film, il dure donc 1h37 et on s'ennuie pas une seconde, quoi. Ça pète dans tous les sens. Ouais, il y a un côté un peu sous Rambo 2, quoi, mais qui est intéressant, quoi. Non, complètement. Donc voilà, dans le genre film de guerre italien, celui-là, je trouve que c'est un incontournable, quoi. Et sinon, au niveau du supplément, donc c'est Kurt Riedel aussi qui fait les bonus. Donc il vous parle du film et puis du réalisateur. Du coup, pour rester dans le domaine de la guerre, Artus a aussi fait une autre collection qui est un peu plus différente, c'est Guerre et Barbarie. Donc là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelait à l'époque la Nazi Exploitation. Voilà. Donc des films de nazis où il y a toujours beaucoup d'érotisme et de la cruauté gratuite. Donc ce film que je voulais voir juste pour le nom, c'était Horreur nazie, Le camp des filles perdues. Donc voilà. Qui est un film vraiment, alors là, on peut le dire, crapuleux. Ouais, qui est un peu racoleur, non? Ouais, complètement. Le film commence sur des femmes juives qui prennent une douche froide et ça n'a pas l'air de leur déplaire énormément de prendre une douche froide. Bon. Ouais, histoire de filmer des fessiers. C'est ça. Donc c'est un film qui a été réalisé par Sergio Garrone en 1976. Donc là on est en plein dans la Nazi Exploitation. Donc c'est un film qui est vraiment pas désagréable à regarder, qui est pas du tout malsain pour un sou, parce que bon... Puis là, la VF, c'est quelque chose. Ouais. Donc c'est un film qui se regarde bien, qui est pas un film si pauvre que ça, parce qu'à l'époque, il y avait des films, notamment les Bruno Mattei, par exemple, qui étaient beaucoup plus pauvres au niveau du budget. Là, il y a quand même des trucs sympas, il y a des expériences sur des femmes face à...
puis le bonus du réalisateur parle en fait que lui, il avait fait ce film parce qu'il avait vu des documentaires qui l'avaient choqué en fait, sur les Shoah et tout ça. Donc c'est un film qui veut dénoncer un peu aussi. Donc bon, on ressent pas beaucoup de messages, mais bon. Mais voilà, il y a une volonté de faire un truc bien, et c'est un film qui se regarde bien. Et il y a un bonus de quasiment 1 heure sur la Nazisploitation qui est présenté par Eric Peretti, où il parle du début des films, comment les films sont apparus, jusqu'aux années 80, 70-80. Donc Artus a aussi fait une petite collection de production Eurociné, donc cette boîte de production dirigée par les frères Le Seur, comme le disait Jess Franco, donc Marius Le Seur et plus tard son fils Daniel Le Seur. Donc c'est des films à vraiment petit budget, souvent qualifiés de nanars, hein, vraiment on peut le dire. Ils ont fait beaucoup de films, ils ont produit plus de 20 films avec Jess Franco. Voilà, c'est ça. Un film avec Jean Rollin, qui est un de leurs plus connus, qui est Le Lac des Morts Vivants. On en a déjà parlé. Qui sont vraiment habitués connus, je veux dire, pour surfer sur les genres qui marchent, en fait. C'est ça. Voilà. Mais bon. Donc il y a eu du très mauvais, et il y a eu des films plutôt bons aussi. Ouais, on en parle, il y a des bons trucs. Alors j'en ai quelques-uns, donc par exemple on peut parler de Train spécial pour Hitler, réalisé par Alain Payet. Donc Alain Payet est surtout connu pour être réalisateur de films X, sous le nom de John Love souvent. Donc en fait là pour la petite histoire, ça devait être Jess Franco qui devait réaliser le film, mais il s'est barré je crois 2 jours avant. Pour dire encore une fois, il y en avait marre en fait. La première fois. Donc là c'est Alain Payet qui a remplacé Au pied levé. Et, bon, c'est un film qui est pas mauvais du tout, je trouve, qui dure 1h46. Ce qui est long pour un Eurociné, comme souvent c'est plus 1h25. Donc c'est un film qui a été écrit, les dialogues ont été écrits par Jean-Pierre Bouixou. Ah oui, d'accord. Et le rôle principal c'est Monica Swin du coup. Une grande elle est souvent revenue dans les productions Eurociné, complètement. Que ce soit chez Jess Franco ou les autres. Donc dans la même collection Eurociné, on peut aussi parler de Nathalie dans l'enfer nazi, donc qui est réalisé aussi par Alain Payet. Alors celui-là, je sais pas si c'était Jess Franco à la base, mais je crois pas. Mais je peux pas te dire. Voilà, les bonus là, c'est donc du coup Daniel Le Seur présente les films à chaque fois, en très court comment les films sont faits. Et là, c'est Christophe Lemaire qui fait le bonus, affalé avec ses jambes. On voit plus ses pieds que sa tête, ça c'est marrant. Dans l'obscurité. Ouais, et encore un autre, par exemple, donc là c'est Helga, la Louve de Stilberg. Donc là, voilà, ce film-là, c'est un film d'Alain Payet, encore une fois. Là, par contre, ça reconstitue pas du tout la réalité, parce que c'est une fausse dictature dans un faux pays, en fait. Ah, d'accord. Donc voilà, le film est présenté par Christophe Bier, où il nous parle d'Alain Payet, des acteurs, parce qu'il y a des acteurs de films porno dedans, Richard Allan, Dominique Aveline, Alban Serreg. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est marrant. C'est des films, il faut vraiment être préparé pour les regarder quand même, parce que c'est pas le film que vous allez mettre le dimanche en famille, hein, ça peut être un peu long. Bon. En famille. Non, c'est pas pour en famille. Non, oui, justement. Ouais. Bon, là, c'est des films que c'est des curiosités, hein, c'est des films vraiment très bis français. Ça se prend pas du tout au sérieux, quoi. C'est bon, Artus on a édité et ça commence à être un petit peu rare aussi, donc n'hésitez pas. Alors, on va s'intéresser à une autre collection chez Artus aussi qui a fait pas mal de films, c'est la collection Jess Franco. Donc, qui est vraiment très intéressante aussi. Moi, c'est grâce à cette collection que je suis devenu fan de Jess Franco. Donc ouais, ils en ont édité certains, ils en ont encore édité en 2020. Donc c'est une collection qui est assez riche. Donc Jess Franco, pour rappeler, c'est un cinéaste espagnol qui a fait pas loin de 200 films. Donc voilà, c'est assez... Donc là, ils ont édité quand même des bons films de Jess Franco, parce qu'il y en a quand même des pas très bons. Là, c'est majoritairement des bons films de Jess Franco. Complètement, ouais. Pour le premier film, Venus in Furs, c'est un film qu'on avait passé au cinéaste il y a déjà 2 ans, je crois. Donc c'est un film de 69, c'est ça. Qui est au casting Klaus Kinski, Maria Rome. Et qui est produit par Harry Alan Towers, du coup, donc, qui est le mari de l'époque de Maria Rome. Donc c'est un film assez bizarre. Au détour d'une fête, une femme se fait violer par plusieurs personnes. Donc une femme et 2 hommes dans mes souvenirs. Et quelqu'un est témoin du viol et ne fait rien pour sauver la femme. Donc du coup, après le viol, elle est tuée.
Et en fait, en fait c'est vraiment à la lisière du fantastique, parce que les personnes qui ont participé au viol voient apparaître une femme en fourrure qui vient se venger d'eux, en fait. Et, c'est un rape and revenge avant l'heure, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut s'apparenter à un rape and revenge. Et c'est très très psychédélique, quoi. T'as des scènes complètement folles avec beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements de caméra aussi. Ouais, c'est expérimental. Une musique très jazzy. Voilà. Après, c'est un film qui est vraiment, par contre, pour ceux qui ont lu le livre de Sakar Mazok, ça n'a absolument rien à voir. Oui, voilà, pas du tout. Ça porte le même nom, mais ça n'a pas grand chose à voir. Et puis les décors sont très cool, parce que ça a été tourné pour la plupart, je crois, au Brésil. Et en Turquie aussi, ouais. Donc voilà, un très très beau film, et puis la magnifique Maria Rome, qui est absolument sublime. Donc, c'est vraiment un Jess Franco à découvrir, si vous ne connaissez pas ce réal. Donc au niveau des bonus, Alain Petit, hein, forcément, parce que c'est le grand connaisseur de Jess Franco en France. Il a travaillé avec lui, il a écrit des scénarios pour lui, et aussi acteur. Son plus grand fan, je pense aussi. Et puis ils étaient amis en fait dans la vie, donc c'est vraiment le connaisseur, il connaît toutes les anecdotes des films, quoi. Donc voilà pour celui-ci. On va enchaîner avec Les Inassouvis, donc un petit film érotique anglais, même période que Venice First, produit aussi par Harry Alan Towers avec Maria Rome. Donc ce film, ça fait longtemps que je voulais le voir parce qu'il y a Christopher Lee dedans. Et j'avais vu un documentaire sur Christopher Lee quand j'étais un peu plus jeune, on va dire, et il parlait d'un film qu'il avait absolument détesté. Il disait que c'était un film porno, c'est honteux, j'ai joué là-dedans. Et en fait, j'ai longtemps cherché ce film, et jusqu'à ce que je sache que c'est un film de Jess Franco, en fait. Et c'était celui-ci. Donc c'est pas du tout un film porno, hein, c'est un peu érotique, mais c'est soft. Hein. Et en gros, ça parle, oui, d'une femme, Maria Rome, qui attire une jeune fille chez elle, en fait. C'est très... c'est inspiré de Sade, en fait. Hein. Donc c'est un film vraiment... on sait pas son meilleur, hein, Jess Franco, mais je le trouve vraiment sympa. Très pulp aussi, très rouge, très pop comme ça. Et c'est un film, donc il y a Christopher Lee, Paul Muller, Jacques Taylor aussi, qui est toujours vivant. Et voilà, donc film de 70. Ouais. Et les bonus, bon, encore une fois, un petit aussi. Voilà. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers de Jess Franco, c'est quelqu'un qui adore mixer le fantastique et l'érotisme. Hein. C'est les deux trucs qu'on retrouve toujours dans ces films, quoi. Alors, Plaisir à 3. Ou le sadisme aussi, oui. Comme là on peut voir. Alors c'est un film qui peut... le nom du film fait très film porno, je trouve, Plaisir à 3. C'est vrai. Alors pas du tout. Pas du tout, hein, c'est un film qui est assez soft, qui s'inspire un peu des chasses du comte Zaroff, en fait. Il y a deux films, hein, il y a Plaisir à 3 et La Comtesse Perverse qui ont été tournés quasiment en même temps, qu'on aurait pu prendre aussi, mais on n'a pas tout fait parce qu'il y a beaucoup de films. Celui-là est vraiment bien, c'est Alain Petit qui a fait le scénario d'ailleurs. Et oui, donc ça raconte l'histoire d'une... Je crois que c'est pas une comtesse, mais c'est Alice Arnaud qui joue... dedans, en fait, qui est une espèce de folle qui collectionne les gens, en fait. Elle les tue et elle les empaille, en fait. Donc ça peut faire sourire, mais c'est un film qui est très sérieux. Il y a Howard Vernon dedans. Donc c'est un peu le casting habituel de Jess Franco. Hein. C'est un film qui est vraiment, vraiment sympa. C'est un de mes préférés. Forcément la compagne et la muse de Jess Franco qui joue dedans aussi. Nina Romay, c'est un de ses premiers rôles. Romay, voilà. Un de ses premiers rôles pour Jess. Donc le bonus, là, il y a deux interviews d'Alain Petit. Donc il y en a une où il parle du film, du casting, comment le film s'est tourné, etc. Et une autre où il parle de comment il en est arrivé à faire le scénario du film. C'est super intéressant avec le script original de Jess Franco. Tout ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis c'est un bon Jess Franco. C'est un bon. Ouais. Un autre que j'adore, qui est un de mes préférés aussi, c'est Le Miroir obscène, qui est sorti en 73, pardon. Qui est un film que Jess Franco voulait faire au début des années 60, mais que la censure franquiste n'avait pas autorisé parce que ça parle d'inceste. Donc évidemment, ça pouvait pas sortir. Donc ça parle d'un... Il y a deux versions sur le film. Il y a le montage espagnol et le montage français, qui sont deux films différents du coup, qui n'ont pas forcément la même... Donc ça fait deux films. Hein. Il faut regarder les deux. Le montage espagnol est celui que Jess voulait. Donc ça parle d'une jeune femme qui... Alors son père se suicide en fait. Et après, du coup, elle commence à avoir des fantômes et tout. Et tous les gens qu'elle tombe amoureuse ou avec qui elle couche, ils meurent en fait, les uns après les autres. C'est un très beau film, vraiment. C'est très, pareil, c'est très barré aussi. Hein, mais, ouais, complètement. Ouais.
Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Donc il y a Philippe Lemaire dedans, que vous avez pu voir aussi dans La Rose écorchée de Claude Mulot. Et Howard Vernon aussi, Alice Arnaud, bon voilà. Et Emma Cohen, le seul film qu'elle a fait avec Jess Franco. Donc pareil, bonus Alain Petit. Et c'est un film qui est au même prix que les autres. Donc je crois que c'est à peu près entre 12 et 13 euros ces films-là. Donc là pour 13 euros vous avez 2 films quoi. Ouais. Donc ça vaut le coup, je trouve. C'est 2 montages différents en fait. C'est ça, il y a deux DVD en fait. Et plus récemment, donc je crois que c'est en 2018, ils se sont mis à éditer des Blu-ray de Jess Franco. Donc il y en a quelques-uns. Là on va parler des expériences érotiques de Frankenstein. Donc qui n'est pas du tout un film érotique. Non, mais qui est vraiment une curiosité, hein, celui-là, voilà. Pour le coup. C'est un film, oui. Celui-là, c'est... J'ai adoré ce film, d'ailleurs. Bah, celui-là, il pousse encore plus son côté un peu fantasque, psychédélique, très pop, avec plein de lumière, des personnages complètement loufoques. Un Frankenstein doré. Voilà, un argenté. Ouais, c'est argenté, une femme oiseau qui fait des bruits trop chelous. Non, c'est vraiment un film sympa et donc là encore une fois là, les bonus sont faits par Alain Petit. Il fait aussi un portrait du producteur de l'époque, Robert Denel, qui a produit énormément de Jess Franco. Et donc ils ont édité des Blu-ray comme ça, donc il y a celui-là, il y a La fille de Dracula, Les démons. Et voilà, donc c'est un film vraiment sympa. Dedans il y a le Blu-ray et le DVD. Donc voilà, ça pareil, 16-17 euros je crois. Je sais pas. Donc voilà, ils ont édité voilà, une quinzaine de Jess Franco, puis il y en a un qui est sorti récemment, qui est Opération Remida, Lucky l'intrépide, présenté par Christophe Beer du coup. Donc voilà, c'est des raretés. Hein. Maintenant, on va vous parler de 2 films qui appartiennent à 2 catégories qui peuvent se rejoindre, donc le polar et le Rape and Revenge. Donc pour le premier film, moi j'avais envie de vous parler de Big Racket, The Big Racket, de Enzo G. Castellari, donc, avec notamment Fabio Testi, donc, qui est un polar assez violent italien, donc, qui est assez dans la mouvance en fait, voilà, des polars italiens. Surtout que Castellari quand même, ça a été un grand réalisateur de polar, il en a réalisé une bonne dizaine, avec Franco Nero aussi notamment. Et puis on peut dire que c'est quand même un des plus importants réalisateurs de bis italien quand même. Donc il a commencé sa carrière avec des polars hyper sérieux et hyper violents, et aussi quelques westerns. Et il a fini ensuite, plutôt dans les années 80, il est parti vers le post-apo. Film d'aventure un peu aussi. Voilà, ces choses-là, donc des films un peu plus légers, un peu plus... commerciaux en fait. Voilà, plus Z on va dire en quelque sorte. Celui-ci, Big Racket, ça fait vraiment partie de son âge d'or. Hein. Ça se passe à Rome. Et il y a une bande de racketteurs en fait, donc une sorte de groupe organisé qui peut ressembler un petit peu à la mafia, qui vient mettre la pression sur les commerçants du coin en fait. Ils disent bon bah si vous me filez pas 50% de votre chiffre d'affaires, je reviens et je défonce tout. Ou après ils font des trucs un peu plus violents. Si tu me payes pas, je reviens et je viole ta fille. Enfin des trucs super vénères. Et du coup, le flic est interprété, qui va essayer de les choper, est interprété par un super Fabio Testi. Alors Fabio Testi, c'est un acteur italien. On a pu voir dans vraiment beaucoup de films, des très bons films. Autant des films bis que des films plus traditionnels. On peut citer les 4 de l'Apocalypse, de Fulci. Aussi L'importance est d'aimer de Zolaski. Quoi d'autre L'implacable poursuite aussi avec Oliver Reed. Donc voilà, et le film est... en fait, c'est vraiment à l'image de ces polars-là, quoi. Donc, ça fait un peu Inspecteur Harry, c'est-à-dire que forcément, tout le temps, il y a le flic qui est confronté à ses supérieurs qui bloquent l'enquête. Donc lui, il décide de faire des attaques un petit peu, de la jouer solo en fait, et de braver un peu ses supérieurs. Donc il y a des super fusillades, il y a des super courses-poursuites, il y a plein d'interrogatoires musclés. Enfin, c'est un peu des films de droite, hein, mais c'est super sympa à regarder, quoi. Et la musique est aussi formidable, c'est un hard rock avec plein de fuzz, un peu psychédélique.
Voilà, Big Racket, ça fait vraiment partie des classiques du genre. Du coup, pour enchaîner, on parlait du Rape and Revenge. Donc, c'est un film qui s'appelle La proie de l'autostop. Donc, réalisé par Pasquale Festa Campanile, avec un superbe accent italien. Donc, c'est un film de 77. Donc là, on est dans vraiment la mouvance des films de Rape and Revenge, qui ont été un peu lancés par le film de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, qui a donné d'autres films aussi. La dernière maison sur la plage, qui a été chez Artus aussi, de Franco Prosperi, voilà, La maison au fond du parc de Ruggiero Deodato. Donc là, c'est vraiment un très bon film, assez malsain, je trouve, et assez violent. Au casting, on peut retrouver Franco Nero, donc l'immense acteur italien qu'on a pu voir notamment dans des très grands westerns comme Django, ou beaucoup de polars aussi. Et David S. Donc David S, pour ceux qui connaissent, c'est l'acteur qui joue dans la maison sur la gauche, qui est une raclure absolument immonde. Donc là, il reprend son rôle de raclure immonde. Donc il joue très bien. En fait, c'est bizarre parce que ce gars-là était vachement habitué des Rape and Revenge, en fait. Oui, parce qu'il joue aussi dans la maison sur la plage. Voilà. Au fond du parc, pardon, ils jouent aussi. Donc je pense qu'ils l'ont pris carrément parce que ça. Surfer. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il a une tête. Mais il joue bien. C'est incroyable, quoi. Donc ce film est un mélange. Donc c'est un Rape and Revenge, mais c'est un mélange de plusieurs styles. Donc c'est un road movie déjà, je trouve. Ouais, complètement. C'est un survival aussi. C'est un film vraiment psychologique. En Italie, je trouve qu'à l'époque, les films sont pas trop psychologiques. C'est plus des films commerciaux en fait, qui peuvent essayer de pomper des genres. Donc là, évidemment, ça surfe un peu aussi sur ce genre-là qui est le Rape and Revenge, mais il y a quand même une vraie réflexion sur le couple, sur l'humain en fait, en général. Donc on suit un couple, Franco Nero et Corinne Cléry, la superbe Corinne Cléry, qui peuvent pas se blairer, qui s'envoient des saloperies dans tout le début du film, ils se détestent quoi. Et ils prennent en stop David S. Et là, ça commence à se passer un peu mal. En fait, il y a une prise d'otage et il a fait un meurtre avant et il veut essayer de passer la frontière. En fait. Ça, puis il y a une espèce de syndrome de Stockholm qui s'installe. Enfin, c'est un peu. Voilà. On ne dit pas plus. En fait, tout le long du film, on se demande qui est le plus gros enfoiré entre Franco Nero et David S. En fait, c'est ça. Ça, c'est incroyable. Quoi. Et puis la pauvre, elle est prise au milieu des deux salauds. Quoi. C'est un film qui est très prenant. Hein. Franchement, il dure 1h40 et ça passe bien. Donc c'est une super belle édition, donc avec un super bonus par David Didlot, qui parle du Rape and Revenge en général, donc, et du casting et du réalisateur. Super intéressant. Et il y a aussi à l'intérieur un livret donc sur le Rape and Revenge, où il revient sur ces films-là, sur Thriller aussi. I Spit on Your Grave aussi, pardon. Voilà. Donc c'est un bouquin très intéressant. Il parle aussi des Rape and Revenge récents. Donc ça va jusqu'à aujourd'hui, donc c'est vraiment très très complet, c'est avec des belles images. Oui, ça commence à la source de Bergman et vraiment il y a... Dernier train pour la nuit de Aldo Lado, voilà tous les classiques, quoi, on va dire. Voilà, c'est bien écrit. Tous les films qui ont créé le genre. Donc il y a une catégorie aussi qui est assez récente, on va dire, chez Artus, qui s'appelle SF Vintage. Alors, c'est des films en gros des années, ça va des années 50 jusqu'aux années 60, qui sont pour la plupart assez pop. Il y a un côté assez, avec des lumières assez 70s. Alors, il y a deux films, je vais vous présenter les deux d'un coup parce que voilà, ils sont assez interconnectés, on va dire. Donc, ces deux films du RSS, on va dire, c'est Pologne et Allemagne. Donc, L'Étoile du Silence et Signal, une aventure dans l'espace. Alors, sorti respectivement, celui-ci c'est en 1961 et celui-ci en 1970. Voilà. Alors, c'est des films qui forcément qui ont un message communiste, on va dire. Ça,
C'est très visible dès le début parce que les équipes de cosmonautes sont forcément interraciales. Donc ça c'est assez original pour le coup, pour l'époque. Hein. Ça se voit pas souvent. Il y a souvent aussi autant de femmes que d'hommes, donc il y a la parité aussi la plupart du temps. C'est des films avec des très très belles images, des très beaux décors, très graphiques. Franchement, au niveau des effets spéciaux, ils n'ont pas du tout à rougir voilà, des films américains. Alors celui-ci, en fait, est sorti 2 ans après 2001, l'Odyssée de l'espace. Et en gros, en quelque sorte, ils ont voulu le concurrencer, en fait. Faire un film aussi grandiose que 2001 au niveau des effets spéciaux et tout. Au niveau des effets spéciaux, je trouve que c'est vraiment réussi, c'est vraiment à la hauteur. Bon, par contre, au niveau du scénario, c'est un petit peu plan-plan, quoi. Voilà, c'est des films curieux, c'est à découvrir, franchement, parce que au final, on ne connaît pas ces films-là. Qui est digne des films de science-fiction russes des années 60 ou 70 personne à part Artus, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Et au niveau des bonus, alors c'est un bonus en 2 parties, donc si vous voulez avoir la vidéo complète, faut acheter du coup les 2. Ça s'appelle L'Étoile rouge du silence et Une autre Odyssée de l'espace, et c'est raconté par Christian Lucas, qui est très très bien, qui parle très très bien des films, ça se voit, il s'y connaît très très bien, donc voilà, des beaux petits objets aussi. Du coup, je vais parler de ce film aussi qu'on avait passé au cinéma. Avec Alien, du coup, qui est La planète des vampires de Mario Bava, qui est un de ses plus connus aussi, qui est un film que j'aime beaucoup, en tout cas moi, et que voilà, qui est un film qui a souvent été dit qui avait inspiré Alien, donc on en a déjà parlé. Ridley Scott nous a dit qu'il n'avait pas vu le film à l'époque. Bon, je sais pas si on doit le croire ou pas, mais c'est un film qui est très pop aussi, un tout petit budget, très bis. Très très bis. Je crois que Dan O'Bannon avait reconnu. Ah oui, ouais. Parce que c'est lui qui avait écrit le scénario. Donc le titre est mensonger, évidemment, il n'y a pas de vampires. La planète des vampires. Je pense que la planète des vampires, Hercule contre les vampires, c'était... Bon, oui, je sais pas ce qu'ils avaient, les films de Bava, mais... Donc il n'y a pas de vampires dans le film non plus, mais c'est un film qui est très pop, qui est très joli. C'est un bon film de SF italien, donc le bonus est fait par Alain Petit aussi, donc qui revient sur le tournage du film, qui donne beaucoup d'anecdotes sur les effets spéciaux, notamment sur comment on voit une scène de vaisseau en fait, qui a été tourné dans l'eau. Et moi j'avais pas fait gaffe quand j'avais vu le film en fait. Donc, comme quoi c'est pas si mal fait que ça. Donc voilà, c'est une édition qui est assez vieille, 2014, donc je crois que c'est les premières éditions des films de SF quoi. Ouais, vintage. Donc voilà, La planète des vampires, c'est un très bon bava, je vous le conseille. Donc dans la même catégorie SF Vintage, ils ont sorti en 2016 un film anglais de Robert Day qui s'appelle Le Pionnier de l'espace, voilà, qui date de 1959. Donc là, on retourne un peu dans le passé. Alors c'est un film sur la conquête de l'espace. Voilà, il raconte le premier homme à aller dans l'espace, à dépasser la vitesse, je crois que c'est de la lumière, sauf que son voyage se passe correctement. Sauf qu'en revenant sur Terre, il commence à avoir des effets secondaires et il commence à se décomposer à moitié et se transformer en une sorte de créature. Le film est assez intéressant parce qu'il est vu d'une manière très très scientifique en fait. Ils prennent leur sujet vachement au sérieux. Le personne est mis en quarantaine, ils font des analyses sur lui. Enfin c'est pas du tout un film d'horreur, un bas de plafond ou de science-fiction un peu bêta. Au contraire, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Voilà, avec pas mal de bien documenté. Donc non, c'est un film intéressant. Alors il y a un livret dedans. Voilà, donc, sur la science-fiction anglaise et écrit par c'est Alain Petit qui a écrit ce bouquin, donc très très intéressant comme livret. Et il fait aussi un bonus donc, qui dure je sais pas combien de temps il dure, mais au moins 30 minutes. Pareil, où il parle de la science-fiction anglaise et de ce film. Étant un grand amateur de science-fiction américaine des années 50, j'ai été obligé de me procurer ces 2 coffrets-là sortis chez Artus. Alors là, il y a pas mal d'années, 2012 et 2016 pour La guerre des robots.
Et donc les monstres viennent de l'espace. Alors aujourd'hui, ils sont peut-être un peu durs à trouver, mais ce qui est bien sur ces coffrets, c'est qu'il y a à chaque fois 4 films. Alors c'est des films assez bien remasterisés. Il y a quelques, on va dire, quelques classiques, des films vraiment curieux pour le coup. Alors pour le coffret La guerre des robots, il y a Le maître du monde, Tobor le Grand, voilà le sous-titre, un film de 54, Creation of Humanoids de 62, Objective Terre ou Target Earth de 54, Cyborg 2087 de 66. Souvent, c'est pas des grands films, hein, mais c'est souvent pour les fans du genre, franchement, c'est hyper intéressant, quoi. En plus, c'est des films qui durent en moyenne 1h10, quoi, donc ça se regarde très bien. Et puis à l'intérieur, il y a un livret aussi, donc, qui parle et des petites cartes postales. Bon, voilà. Petites cartes postales et un livret qui parle des films. Voilà, et donc. Et on ne se moque pas de vous, cher, tu sens. Non, franchement, c'est très bien foutu ces coffrets-là. Et donc pour le monstre viennent de l'espace, je préfère ce coffret à l'autre. Il y a The Idios Sun Demons, qui est très sympa, franchement. Un mec un scientifique qui se transforme peu à peu en une sorte de reptile à moitié. Enfin bref, c'est un peu chelou, mais qui est très sympa. Un Corman, Not of His Earth, qui parle d'un extraterrestre suceur de sang dans mes souvenirs, qui est sympa aussi. Il y a The Cosmic Man avec, alors je crois que c'est John Carradine, qui est de 59. Et Chronos, c'est mon préféré, de Kurt Neumann, de 57. Que j'en avais parlé parce que c'est le même réalisateur de La Mouche Noire. En fait, et, c'est un film très très cool, une sorte de robot extraterrestre qui arrive sur Terre. Et il avale l'énergie nucléaire en fait pour ensuite la recracher. Alors, c'est un film anti-nucléaire forcément. Mais bon voilà, c'est 2 coffrets très sympas. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Et puis voilà, pareil aussi, un livret et puis des cartes postales. J'avais jamais remarqué qu'il y a des cartes postales d'ailleurs, je découvre en même temps. On peut aussi dire qu'ils ont aussi fait un coffret sur les dinosaures aussi. Donc plusieurs choses comme ça. Oui aussi, oui. Qui est très très cool aussi d'ailleurs.